Dans cette vidéo, on va parler des intégrales de surface et de volume. Ça va être toutes les formules utiles. On va y aller pas à pas en commençant par comprendre comment est-ce qu'on fait une intégrale de surface. Oh la belle pizza. On va essayer de calculer la surface de cette pizza. La formule pour calculer une surface, ça va être l'intégrale de l'élément de surface. Donc on peut déjà commencer par se demander, ok, c'est quoi ce ds? C'est quoi cet élément de surface? L'élément de surface, c'est la plus petite surface qu'on puisse définir dans un repère donné. Par exemple, là, on est en polaire, donc c'est le cylindrique en 2D, et on va avoir cette surface-là. Il faut imaginer qu'elle est vraiment très petite. Tellement petite qu'on peut l'assimiler à un rectangle. Donc la surface de cet élément, ce sera côté fois côté. Cette distance-là, c'est le rayon. Donc cette distance-là, ce sera une variation du rayon, dr. Quand on a trouvé notre premier côté. Le deuxième côté, on le calcule avec la formule de l'arc de cercle. Un arc de cercle, ça se calcule avec la formule rayon fois l'angle parcouru. Et l'angle en question, c'est dθ. On aura donc le côté là qui vaut r dθ. En multipliant les deux, on trouve la surface du plus petit élément possible, qui est donc l'élément de surface. Maintenant qu'on a notre ds, donc r dr dθ, on va pouvoir se pencher sur les bornes. Chaque signe de l'intégrale est associé à une variable. Celui-là va être associé à dθ et celui-là va être associé à dr. Donc si on veut la pizza complète, notre θ qui est notre angle, il va partir de là, il va faire un tour complet. Donc le premier θ, il commence à 0 et il finit au bout du tour, il finit à 2π. Maintenant, pour le rayon, il commence à 0 et il finit à r. On va commencer par intégrer selon le rayon, donc on laisse l'angle tranquille. La primitive de r, c'est 1/2 de r carré. Ensuite, on vient intégrer par rapport à θ. Ici, il y a tout qui est constant par rapport à θ. Donc on va pouvoir prendre cet élément et le passer devant. Et cette intégrale, c'est comme si on intégrait 1 fois dθ. Et on trouve au final que la surface de la pizza, c'est πr carré. Maintenant, plus difficile, on va essayer de trouver la surface de la croûte d'un quart de pizza. Si vous voulez mettre pause pour le faire, je vous invite fortement à essayer. Donc, on va reprendre la même formule. On va mettre notre ds comme r dr dθ, qui est l'élément de surface en cylindrique, comme tout à l'heure. Et là, c'est les bornes qui vont changer. Comme borne, par rapport à θ, on va prendre quoi? L'angle, il part de là à une valeur de 0 et il va jusqu'à une valeur de π sur 2. Donc les bornes vis-à-vis de θ vont être 0, π sur 2. Le r maintenant, il varie de quoi à quoi? Il varie d'une première valeur ici, rayon intérieur, jusqu'au rayon extérieur. On va les nommer R1 et R2. On va de nouveau faire l'intégrale ici. Vu que j'ai aucune variable qui dépend de l'autre, ce que j'ai le droit de faire, c'est de les séparer. J'ai le droit d'intégrer selon dθ fois l'intégrale par rapport à la variable r. L'intégrale par rapport à θ, ça va nous donner π sur 2. Et par rapport à r, ça va nous faire 1/2 de r carré de R1 à R2. Et on a trouvé la surface de la croûte. Maintenant, on va essayer de calculer le volume du ballon d'or. Pour ça, la formule va être vachement similaire à celle de la surface, à la différence qu'ici, on aura une troisième intégrale parce qu'on est en 3D, et ce sera plus un élément de surface, mais un élément de volume. L'élément de volume en coordonnées sphériques, c'est le suivant. Si vous voulez le calculer, il faut imaginer le plus petit volume possible, et à chaque fois, essayer de trouver côté fois côté fois côté, et vous obtiendrez votre élément de volume. Dans un souci de temps, on ne va pas le développer ici. On va se concentrer sur le calcul. Donc, on va avoir le volume de l'élément qui est r carré sinus de phi, dr, dφ, dθ. Maintenant, on va se poser la question des bornes. Alors, pour le rayon, c'est pas si compliqué, ça va de 0, de l'origine, jusqu'à r, qui est le rayon de la balle. Maintenant, phi, c'est l'angle polaire. Donc ça veut dire que c'est l'angle qui tourne autour de l'axe ici. Cet angle, il va commencer à 0 et il va faire un demi-tour, donc pi. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le tour complet, imaginez que vous ayez un éventail et que vous l'ouvriez complètement et qu'ensuite vous le fassiez tourner selon cet axe-là. Vous verrez qu'il y a des endroits où vous passerez 2 fois. Pour ça, on dessine un demi-cercle ici, avec ces bornes-là, et qu'on va faire tourner ce demi-cercle d'un tour complet. Et comme ça, on va couvrir tout le volume de la balle. Donc notre dernier angle,
θ, il va aller de 0 à 2π. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à intégrer. Encore une fois, vu que les trois variables sont indépendantes ici, on peut séparer les intégrales. Ce qui va nous donner la primitive de r carré, ça va être 1 tiers de r cube. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. Et la primitive de 1, c'est θ pour l'intégrale vis-à-vis de θ. Et on trouve le volume du ballon d'or qui est de 4 tiers de pi fois r au cube. On va maintenant calculer une masse. Alors, la masse, c'est l'intégrale de la densité par rapport au volume. On va essayer d'intégrer la densité de cette montagne pour savoir combien elle pèse. Ici, on va imaginer que c'est un cône parfait. Et le premier truc qu'on vient faire en physique, c'est représenter l'objet. On va faire un schéma, on va faire une représentation plus simple qui va nous permettre de faire les calculs. Cette montagne, on peut la représenter comme ça. Et ici, j'ai enlevé le petit chapeau parce que c'est de la neige. Et la neige, ça pèse rien du tout à côté de la pierre. Donc on a au final un cône tronqué. Cette représentation, elle est pas mal, mais c'est encore mieux si on peut prendre une vue perpendiculaire pour pouvoir placer les valeurs. Des fois, la perspective, c'est un petit peu trompeur. Donc, je viens représenter mon cône vu de côté, de cette façon. Maintenant, on va prendre notre intégrale. La première chose qu'on vient se demander, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont constantes dans l'intégrale qu'on pourrait passer devant. Ici, on va prendre la densité homogène, donc ça veut dire que partout dans la montagne, c'est la même, donc on va pouvoir la passer devant. On se retrouve avec la masse qui vaut la densité fois cette intégrale qui vaut le volume du cône. Maintenant, on a deux objectifs. Premier objectif, c'est de trouver l'élément de volume. Deuxième objectif, c'est de trouver les bornes. On va commencer par l'élément de volume. Notre élément de volume, il va valoir R, dr, dθ, dz. Ça va être le plus petit élément d'un cylindre qui va être comme ceci, avec ici dr, ici l'arc de cercle qui vaut r dθ et la différence de hauteur qu'on note dz. Maintenant, on va venir chercher nos bornes. Alors, on commence par les bornes les plus évidentes. Ici, pour moi, c'est θ. θ, je sais que je vais le faire varier d'un tour complet, donc ça ira de 0 à 2π. Ensuite, ici, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu. On va avoir une pente ici. Donc R et Z, ils ne vont pas varier de 0 à R tout le long et de 0 à petit h tout le long. Sinon, vous voyez qu'on se retrouve avec un rectangle, ce qui donnerait un cylindre complet. Donc, il va falloir qu'on s'arrête avec cette limite. La méthode, c'est la suivante. Vous allez fixer une des variables. Par exemple, je vais dire, ok, mon Z, il va aller de 0 à H. Okay. Et je vais mettre une condition sur R qui dépend de Z. Je vais essayer de trouver la fonction ici de R par rapport à Z. Alors ici, au souvenir, on peut faire un petit Thalès avec la valeur ici qui vaut R et la valeur ici qui vaut Z. On a la valeur ici qui vaut H et la valeur ici qui vaut R. Ça nous donne l'égalité suivante, c'est que R sur grand R est égal à Z sur grand H. Ce qui nous donne la condition R est égal à R sur H fois Z. Et ça va devenir notre borne supérieure. Donc je répète parce que ça c'est vraiment la difficulté au niveau des intégrales, c'est de trouver les bornes. Donc ici, je vois qu'il y a une certaine courbe qui est définie en fonction des variables Z et R. En premier, je vais définir une variable qui va faire tout le chemin. Donc elle va aller de 0 jusqu'à H, faire tout ça. Ensuite, je vois que mon R, il change en fonction de Z. Donc je vais déjà pouvoir définir la borne inférieure qui est toujours 0. Et ensuite, je vais venir pouvoir définir la borne supérieure qui est cette courbe-là. Et cette courbe, c'est une fonction qu'on peut trouver avec des théorèmes géométriques comme Thalès par exemple, qui nous donne la borne supérieure. Maintenant, on va passer à l'intégrale. L'intégrale, détail important, si vous voyez qu'il y a une variable dans une des bornes, il faut commencer par cette intégrale. Donc là, on va commencer avec l'intégrale en fonction de R. Vous allez comprendre pourquoi. La primitive de R, c'est 1/2 de R carré. Et on se retrouve avec ce résultat-là. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a dû intégrer par rapport à R en premier? Parce que ça fait apparaître du Z, qu'on va devoir primitiver derrière. Donc si on avait commencé par l'intégrale par rapport à Z, on se serait retrouvé à un résultat à la fin qui dépend de Z, et c'est pas logique.
vu qu'on a des bornes qui sont définies. On va finir cette petite intégrale. Comment est-ce qu'on fait les intégrales? Petite astuce. Vous avez envie de recopier le minimum de choses en physique. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui est constant, on va le passer devant l'intégrale. Le 1/2, il est constant, je vais le passer devant. Le R sur H qui va prendre le carré, je vais aussi le passer devant, parce qu'il dépend ni de θ, ni de z. Et on obtient le résultat suivant. Le 2π vient de l'intégration de θ entre 0 et 2π, et le 1/3 de h cube, il vient de l'intégration de z carré entre 0 et h. On continue avec le calcul du centre de masse. Alors, le centre de masse, c'est simplement si vous deviez tenir une montagne avec un doigt, où est-ce que vous devriez mettre votre doigt pour que la montagne ne bascule pas? Donc, première chose quand on vient calculer un centre de masse, c'est on vient réfléchir aux symétries. Ici, mon cône, il est symétrique par rapport à Z, donc je sais qu'il va être au centre, je sais qu'il va être au milieu du disque. Maintenant, là où ça va se compliquer, c'est pour la hauteur. En fait, je vais devoir trouver la hauteur pour laquelle il y a autant de masse en haut qu'en bas. Vu qu'il est plus large en bas, je sais qu'il va être un petit peu plus bas que le milieu de la montagne. Et on va venir calculer cette hauteur-là, qui sera donc la hauteur du centre de masse. La formule générale, c'est celle-ci. Et quand vous avez trouvé l'axe sur lequel vous voulez calculer, ça devient cette formule-là. Donc c'est le même calcul que la masse ici, à la différence que vous multipliez par la variable, la coordonnée sur laquelle vous êtes en train de calculer. Donc, on va poser notre calcul. La masse, on va calculer juste avant, donc c'est m. Rho, on a dit qu'il est constant, donc je vais venir le passer devant. Et notre calcul devient le suivant. Première mission, ça va être de trouver l'élément de volume, mais ça maintenant, vous savez faire. On va prendre le cylindrique. R, dr, dθ, dz. Deuxième mission, c'est de trouver les bornes. Ici, c'est les mêmes bornes que dans l'exercice juste avant. La question à se poser, c'est vis-à-vis de quelle variable on commence à intégrer. Ici, comme tout à l'heure, vu qu'il y a du z dans l'intégrale par rapport à r, on va commencer par intégrer par rapport à r. Ici, on voit qu'il y a les deux variables. On va considérer comme constante z. Tout ce qui n'est pas du r, on va le considérer comme constant. Donc je vais pouvoir prendre mon z, le sortir de cette intégrale. Ce qui me donne ce résultat. La primitive de r, c'est 1/2 de r carré. Et les bornes, c'est 0 et ce terme-là. J'aime simplifier au maximum les calculs. Donc ce que je commence par faire, c'est passer ce terme-là devant, vu qu'il est constant vis-à-vis de θ et z. Avec le z qui est au carré ici et le z ici, ça me donne le z cube. Maintenant, je peux intégrer soit en fonction de θ, soit en fonction de z en premier, ça va me donner le même résultat. Le 2π vient de l'intégration de dθ et le 1/4 de h puissance 4 vient de l'intégration de z cube. Et on vient de trouver du coup la hauteur du centre de masse. Si vous voulez simplifier cette expression, ce que vous pouvez faire, c'est exprimer la masse en fonction de la densité, comme on a fait juste avant. Et là, il y a pas mal de termes qui vont se simplifier. Dernier exemple pour le calcul d'intégrale, on va venir calculer le moment d'inertie. Le moment d'inertie, c'est quoi? C'est la capacité de l'objet à tourner. La montagne, elle va avoir une capacité différente à tourner selon l'axe Z que selon l'axe R. Ici, pour l'exemple, on va venir calculer l'inertie autour de cet axe. La formule, c'est la suivante. Vu que le dV et les bornes sont les mêmes que l'exercice d'avant, j'ai mis directement les informations ici. J'ai simplement rajouté le R carré et la densité. On va venir donc calculer cette intégrale. Maintenant, vous le savez, mais je le demande quand même, par quelle variable on commence? Oui, on commence par la variable qui contient une autre variable. Ici, on a du R carré fois du R, ça nous donne du R cube. Et la primitive de R cube, c'est 1/4 de R puissance 4. Comme d'habitude, je viens passer tout ce qui est constant devant. Et maintenant, vu que les variables n'interfèrent pas l'une avec l'autre, je peux les intégrer séparément. On vient de finir, on vient de trouver le moment d'inertie par rapport à z. Petit récap pour les intégrales en physique. Alors, la première chose à déterminer, c'est le repère qui va nous faciliter le plus la vie. Comment est-ce qu'on choisit le repère? On le choisit en fonction des symétries. Ça va venir avec le temps au fur et à mesure des exercices. Il y a 3 choix, c'est soit le cartésien, soit le cylindrique, soit le sphérique. Ensuite, on définit l'élément de surface si c'est en 2D ou l'élément de volume si c'est en 3D. Ils sont marqués juste là. En troisième, on vient trouver les bornes d'intégration. Donc ça veut dire pour chaque variable, elle va de quelle valeur à quelle valeur. Attention, si vous voyez qu'une variable dépend d'une autre, il va falloir trouver une égalité
une fonction qui sera votre borne. Une fois que vous avez trouvé vos bornes, vous prenez tous les facteurs qui sont constants, donc c'est tous les éléments qui ne changent pas en fonction des variables, qui sont multipliés, et vous les mettez devant. Dernière chose, il faut intégrer en premier les variables dont les bornes dépendent d'une autre variable. Si tu as des questions ou des commentaires, vraiment, n'hésite pas, on est là pour ça.